Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a rendu donc un hommage solennel à l'écrivain et homme de lettres, Dr Afrah. Et dans l'actualité régionale, l'Ouganda veut vacciner d'ici la fin de l'année l'ensemble de sa population adulte. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a salué la mémoire de feu Abdelrahman Ali Hersi, une des figures de proue du paysage culturel et artistique de notre pays, décédé ce dimanche. Artiste talentueux, feu Abdelrahman Ali Hersi a beaucoup contribué au rayonnement de la musique et de la culture djiboutienne, a indiqué le chef de l'État. Il forçait l'estime pour sa sympathie débordante, sa générosité hors pair, a-t-il ensuite noté. Sa grandeur d'esprit était à la mesure de son éthique qu'il interdisait à cultiver des relations pour en tirer un profit personnel, a-t-il poursuivi. Quant au génie qu'il habitait, il était indubitablement à l'origine de la modestie permanente qui le caractérisait, a-t-il fait observer. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel, a par ailleurs imploré le numéro 1 djiboutien, qui a exprimé ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis du défunt, ainsi qu'à l'ensemble des artistes djiboutiens. Artiste très connu à Djibouti, feu Abdelrahman Ali Hersi appartenait à la célèbre troupe culturelle djiboutienne Ga'an Ma'an. Il laisse derrière lui une importante famille comptant plusieurs enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité culturelle, toujours après quelques semaines du décès de l'écrivain et homme de lettres Dr Mohamed Daher Afrah, l'hommage appuyé à cet homme de lettres se multiplie. En effet, une des principales figures de proue du paysage culturel somalien, Mohamed Daher Afrah, est décédé le 9 octobre dernier à Londres, en Grande-Bretagne. Une journée d'hommage officielle dédiée à la mémoire de cet homme de lettres a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple, organisée par le Somali Speaking Pen en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette journée de recueillement et d'hommage a vu la participation du ministre de la Jeunesse et de la Culture, de plusieurs figures emblématiques du paysage culturel de notre pays et de la région, dont Hachi Abdi Urah, doyen de Somali Pen, Mahmoud Dirir, Aïcha Mohamed Roblé, pour ne citer que ces personnalités, et donc des intellectuels et des grandes personnalités politiques, culturelles et littéraires ont également pris part à cette journée. Un documentaire sur le parcours de l'écrivain a été également projeté à cette occasion. Né en 1952, le célèbre écrivain Dr Mohamed Daher Afrah a écrit de nombreux ouvrages et était dernièrement à la tête de l'Académie régionale de la langue somalie située à Mogadiscio. Il avait auparavant exercé la fonction de président de l'association Somali Pen dédiée à la promotion de la langue et de la culture somalienne. À cet effet, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumin Assoué, a salué la mémoire de cet homme de lettres, célèbre écrivain somalien décédé le 9 octobre dernier à Londres, rappelant également que le président de la République a décrit le défunt homme de lettres comme une des principales figures de proue du paysage culturel somalien, et ce depuis plus de 5 décennies. Écrivain intellectuel, engagé, promoteur inégalable de la langue somalie, feu Mohamed Daher Afrah aura volontiers incarné tous les rôles propices à la promotion de la créativité intellectuelle dans cette partie du monde, a écrit le président Ismaël Omar Guelleh. Son décès marque la fin d'une contribution hautement précieuse et multiforme au profit des peuples de la région, a-t-il ensuite noté, se souvenant de l'engagement sans faille dont il faisait constamment preuve pour œuvrer à la fraternité, à la complémentarité et à la coexistence pacifique. Le défunt laisse derrière lui une importante famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les personnalités qui avaient côtoyé l'écrivain ont pu témoigner durant cette cérémonie en hommage à cet homme de lettres les efforts consentis de l'écrivain, notamment la valorisation de littérature somalienne et la protection de la langue maternelle. Mohamed Daher, ancien ministre ambassadeur en Éthiopie, a salué haut et fort la mémoire de l'écrivain en soulignant ses efforts inlassablement d'avoir contribué à la promotion de la langue. Après la chute du gouvernement central, la langue maternelle a été faisait face à des difficultés persistante, a noté Mohamed Dirir, et selon ce dernier, le docteur Mohamed Daher Afrah a joué un rôle très important à la préservation et à la promotion de la culture, en particulier la langue maternelle. Docteur Abdelrahman Yassine, conseiller du président du Somali Pen, a d'emblée remercié de son côté le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour son appui à l'organisation de cette journée de recueillement en faveur de feu Mohamed Daher Afrah, figure emblématique du paysage culturel de la région. Docteur Abdelrahman Yassine a
témoigné lui aussi de la sagesse et de la persévérance incontestable de l'auteur, sa vision à la promotion culturelle. Le doyen somali Pen Hashi Oraha a également témoigné des efforts accrus de l'auteur d'un demi-siècle et il avait œuvré donc à la promotion culturelle. Il était sans doute un homme sage, intellectuel et intelligent, brave et patriote qui a mis en exergue le doyen Saïd Daoud, également représentant du président somali Speaking Pen, a également témoigné du charisme culturel de l'écrivain et de la collaboration qu'il avait eue avec lui. Aujourd'hui, a-t-il indiqué, est une journée de recueillement où nous sommes réunis pour un dernier hommage, rendre donc au feu Dr Mohamed Daher Afrah, a indiqué Saïd Daoud, représentant du président du Somali Speaking Pen. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également rendu un émoige appuyé en vidéo au défunt homme de lettres et intellectuel Dr Mohamed Daher Afrah, un hommage vidéo que voici. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dr Afrah, haddii aad wax iga weydiisay aniga oo tiiraanyeysan ayaan ka hadlayaa. Dans son hommage, le chef de l'État l'a décrit comme un homme de lettres, versé dans le rudiment de la langue somalie, et fut, a-t-il dit, mentionné une figure de proue du paysage culturel somalien depuis plus de 5 décennies. On s'est connu il y a des lustres de sa venue de Aden au Yémen jusqu'à son décès. Depuis, ces liens amicaux ont perduré. Et à chaque fois, nous l'avons toujours accompagné dans tous ces grands projets qu'il envisageait de matérialiser, que ce soit son travail sur l'histoire, autographie de la langue somalie et arabe au niveau sémantique et leur rapprochement culturel. Je crois que ce livre est disponible. En terre somalienne, il a beaucoup œuvré, notamment en tant que dramaturge, surtout en ce qui concerne sa pièce de théâtre, Man of Fire, qui a connu un succès retentissant. Après, il est parti au Royaume-Uni, où il a décroché son doctorat. Il a fait un long périple pour la promotion et le rayonnement de la langue somalie, ses instruments véhiculaires pour le peuple de cette corne de l'Afrique. Il a été un écrivain hors pair, un intellectuel engagé, un promoteur inégalable de la langue somalie, et il sera très difficile de combler ce vide. Il nous incombe de poursuivre son œuvre humblement, à bonne escient. Il est de notre responsabilité de ne pas occulter et verser dans l'oubli son apport tant culturel qu'intellectuel, son travail. Ces dernières années, avant sa mort, nous avions l'ambition de mettre sur pied les voies et moyens de la manière à conserver la langue somalie pour la prospérité. Un centre pour la langue somalie s'est créé dans le cadre de la célébration des 40 ans de la langue somalie. On est parti du principe que si la langue somalie appartenait à plusieurs communautés de la région, il allait de soi à ce que la langue somalie ait un centre avec 3 principales missions. Celui de rassembler, de conserver, de diffuser à grande échelle. Il y a eu une volonté des différents acteurs régionaux de nous soutenir dans ce sens. Le défunt avait ce dossier sous la main et la capitale somalienne, Mogadiscio, a été désignée comme hébergement. Ces travaux construction nécessitant un engagement de tout financement adéquat, rappelons déjà que nous avons fait le geste. Il avait fait avec le regret Afrah un suivi régulier sur l'état d'avancement de ces grands chantiers. Le regretté Afrah a été le père fondateur de Somali Pen, suivi de Afar Pen. Il faisait partie de la commission gouvernementale chargée de remanier et moderniser la Constitution pour la mettre dans l'ère du temps. Il s'est donné pleinement en sacrifiant toute sa vie à l'embellissement et à la promotion de la langue somalie. Sa production est un bel exemple. Sa contribution hautement précieuse et multiforme au profit des peuples de la région ne tombera dans l'oubli et à jamais. Soo koobay intaasaan ayaan ka sheegaya. Allah u naxariisto mar labaad. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a visité cet après-midi une exposition photo organisée par l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. Ces photos retracent principalement le parcours des migrants des pays qui émigrent donc vers les pays du Golfe, vers le Yémen, en passant par la ville côtière d'Obok. Obok, donc, qui est le point de passage de tous les migrants qui traversent le territoire djiboutien en passant par des routes sous une chaleur aride. Certaines photos montrent aussi l'attente des migrants avant l'embarcation vers le Yémen, la détresse et les
difficultés donc rencontrées par ces migrants sont palpables sur ces photos qui ont pour décor la ville d'Obok. Outre le Premier ministre, les donc issus de l'intérieur, Saïd Nouh Hassan, le ministre du Commerce, ont participé donc à l'exposition photo à la villa près du terrain Ouled. Les officiels ont été accueillis par la représentante de l'OIM, Stéphanie Davio, et des cadres de l'OIM, les ambassadeurs de Grande-Bretagne, du Japon et de l'Union européenne, ainsi que le préfet d'Obok et le directeur bilatéral donc, au ministère des Affaires étrangères ont pris part à cette exposition. Et dans une interview qu'elle nous a accordée, la représentante de l'OIM a remercié tous les visiteurs et a fait de ses attentes après l'organisation de l'exposition photo sur les migrants qui traversent par centaines de milliers chaque année. Ces populations font face et comprennent un petit peu plus la réalité des migrants et des Djiboutiens le long du corridor migratoire. L'exposition est focalisée sur la ville d'Obok parce que c'est un des points de transit majeurs pour les migrants. On reçoit de façon quotidienne des migrants qui viennent du Yémen et puis c'est également le point de départ pour les migrants qui veulent se rendre vers le Yémen et l'Arabie Saoudite. Ce qui ne veut pas dire que d'autres villes le long du corridor migratoire n'accueillent pas des migrants. Je pense à Dikil, je pense à Ali Sabi et bien entendu à la ville de Tadjoura. 200 000 migrants qui ont transité par Djibouti. En 2020, on a vu une baisse à peu près 100 000 migrants, mais ça, c'était dû au Covid. Donc, c'est quand même un nombre assez considérable pour un pays d'1 million d'habitants. Et de son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a fait part donc de ses sentiments en voyant la détresse palpable sur les visages des migrants dans le point d'embarquement et le rivage de la ville d'Obok. D'abord, on voulait partager avec l'OIM toutes ces gens qui sont en détresse, parce que quand vous voyez des photos, leur regard en dit long. Et puis, cette population qui est en train de passer de l'Éthiopie en passant par Tadjoura, par Dikil, pour certains aussi, qui vont aller jusqu'à la mer, jusqu'à Obok. Et de là, ils embarquent sur des bateaux de fortune. Ils ne savent pas s'ils vont atteindre la destination ou pas. Et c'est ça qui fait mal quand même. Même moi qui au Obokois, qui au début je ne pensais pas que c'était aussi grave que ça, mais quand on voit des morts devant chez vous comme ça, c'est pas bon. Donc il faudrait... On a essayé de sensibiliser la communauté internationale, mais voilà, aujourd'hui l'OIM est en place. Avant, l'OIM n'existait pas. Peut-être qu'ils étaient à Djibouti, mais ils n'étaient pas à Obok. Maintenant, depuis qu'ils sont installés à Obok, ils soulagent quand même la détresse de cette population. Dans l'actualité également, c'est dans la continuité de ces activités de célébration de la Journée internationale de l'enfant que le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère du Travail chargé de la réforme et de la protection sociale, a organisé au siège de l'UNFD, donc aujourd'hui, un atelier sur l'état des lieux des enfants sur notre territoire. Outre la ministre de la Femme et de la Famille, le ministre du Travail, le secrétaire général de l'UNFD ont pris part donc à cet événement. Durant l'atelier, un clip et deux présentation concernant le travail effectué par le service social vis-à-vis du ministère de la Femme et de la Famille, qui portait d'une part sur les enfants victimes de violences et d'autre part sur le travail des enfants à Djibouti, et respectivement effectué par la directrice de la Famille au ministère de la Femme et la directrice du Travail au ministère du Travail. Cette cérémonie, qui se plaçait sous le patronage du ministère de la Femme et de la Famille et du ministère du Travail, ainsi donc de la représentante de l'UNICEF, a regroupé pas moins de 200 personnes issues des institutions ministériels, des représentants des systèmes des Nations Unies et de la société civile. Il est à noter également que la Semaine nationale de l'enfant djiboutien du 14 au 22 novembre met l'accent sur la promotion, la protection et le respect des droits essentiels de l'enfant. Des violences de différents types et sont privés de leurs droits fondamentaux mentionnés dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Mesdames et messieurs, des enfants sont encore victimes de violences, de maltraitance et d'exploitation à l'heure actuelle. Nous pouvons tous observer le nombre toujours croissant des enfants en situation de rue qui y vivent ou qui y travaillent. La question de l'enregistrement des naissances est toujours de l'actualité. Le premier droit de l'enfant est son identité et un nom. L'acte de naissance permet aux enfants d'accéder aux services sociaux de base, notamment l'éducation, et qui est une protection en soi.
Un enfant dans une classe ne sera pas dans le bout et à risque de violence et d'exploitation. Écoutons à présent l'intervention du ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roublé. La Semaine nationale de l'enfance nous engage à défendre, à promouvoir et célébrer les droits des enfants par les dialogues, par des actions concrètes sur le terrain pour garantir un monde meilleur. Mesdames et messieurs, je me réjouis de vous rappeler que les États membres des Nations Unies ont renouvelé leur engagement avec l'adoption de la résolution 72-327 des Nations Unies qui déclare 2021 année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Djibouti, notre cher pays, est devenu le premier pays du continent africain à officiellement lancer la mise en œuvre de l'année internationale de l'élimination du travail des enfants par son Excellence, le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. Et cela lors de la foire sur l'emploi le 17 février dernier. Ceci démontre la vision éclairée, l'ambition forte, très forte même, de tout Djibouti pour garantir la place de l'enfant djiboutien et de tout enfant résidant à Djibouti qui est l'école. Car un enfant qui travaille ne pourra suivre une scolarité normale et sera voué à devenir un adulte analphabète n'ayant aucune possibilité d'évoluer dans sa vie professionnelle et sociale et donc de trouver un travail décent. L'objectif de cet événement d'aujourd'hui est de travailler et de convenir ensemble pour trouver des solutions idoines, efficaces, pérennes, pour améliorer les conditions de subsistance de ces enfants et de les aider à garantir et à grandir dans la dignité, de développer leur plein potentiel et de construire avec nous le pays demain. Et la ministre Mona Ousmane Aden a mis l'accent quant à elle sur la promotion, la protection et le respect des droits essentiels de l'enfant qui ne doivent pas rester un simple idéal mais une réalité au quotidien. On l'écoute. C'est avec un plaisir que je partage avec mon collègue du ministre du Travail l'opportunité de participer aux travaux de notre atelier qui est consacré au travail illicite des enfants et la violence faite aux enfants qui se tient dans le cadre de la Semaine nationale. Le choix de ce thème provient de notre souci à tous, autorités publiques, société civile, d'honorer de façon permanente nos engagements politiques et moraux envers les enfants, de hisser ces engagements à un niveau toujours plus élevé. En effet, c'est une constante à Djibouti que la protection des enfants et la préservation de leurs droits a toujours fait l'objet d'une approche holistique impliquant toutes les parties prenantes, guidée par la vision clairvoyante du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Je veux également remercier l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui ne ménage aucun effort pour travailler avec les activités de proximité, avec la société civile. En premier lieu, la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, qui est garante de la valorisation de la femme djiboutienne et de la protection de l'enfant à Djibouti. Outre la vision 2035, véritable acte d'anticipation des voies et moyens de développement de notre pays, où l'intérêt suprême des enfants et des jeunes est fortement souligné, Djibouti a été en 1991 parmi tous les pays signataires de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. En adhérant à cette convention sur les pires formes de travail des enfants, la Convention 1982, Djibouti s'est engagé à prémunir notre capital humain du futur contre les différentes formes d'exploitation. Au niveau juridique, les progrès notables ont été accomplis avec l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi 95 de 2015 portant Code de protection juridique des mineurs qui a pour objet la protection et la promotion des droits de l'enfant.
En nouvelle nationale, toujours, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement s'est réunie aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour examiner le projet de loi numéro 137 relatif aux modalités de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et donc, cette réunion au cours d'un large débat durant duquel donc, les députés sont intervenus avec leurs invités sur des thématiques relatives à l'évolution des politiques de santé publique et des stratégies nationales de contingence de lutte contre la crise sanitaire. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a dressé un état des lieux complet des ressources, besoins nationaux et mesures à consolider pour vaincre ou du moins circonscrire la propagation sur le territoire national de cette pandémie planétaire et ses effets néfastes. Au terme de la séance de travail, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement s'est prononcée favorablement à la transmission avec amendement des dispositions étudiées en séance plénière. La Banque pour le commerce et l'industrie de la mer Rouge, la BCIMR, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Travail, a organisé une journée porte ouverte hier dans le cadre de la Semaine internationale des droits des enfants. En effet, une journée ensoleillée et riche en informations a eu lieu dans l'enceinte de la grande et plus ancienne banque de la République. Une journée lancée avec le directeur général de la banque et bien accueillie donc par la jeune génération naissante et pleine d'ambition. La banque, avec des innovations, a informé qu'une nouvelle numérotation des comptes était disponible, une numérotation qui répond à la nouvelle norme de la Banque centrale sur les coordonnées bancaires mises en place dans le cadre du système national de paiement. Et pour connaître le nouveau compte, nouveau relevé d'identité bancaire, la banque invite donc ses clients à consulter via l'application BCIMR Connect et qui pourra les rapprocher de leur conseiller clientèle. Le directeur général de la BCIMR n'a pas manqué de motiver et prendre l'engagement au bout de leur cursus des recrutements qui auront très prochainement lieu. Et pour plus de précisions concernant l'objectif de cette journée porte ouverte, écoutons les précisions du directeur général de la BCIMR. La BCIMR, c'est 260 employés qui ont une moyenne d'âge de 35 ans, donc c'est une moyenne d'âge qui est jeune. Et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour venir travailler avec nous. L'objectif de cette journée, c'était de pouvoir présenter à tout le monde les métiers de la banque. Les métiers traditionnels, mais aussi l'évolution des métiers de la banque, puisque la banque se transforme et suit l'évolution de la société. Beaucoup plus de digital, beaucoup plus d'informatique, beaucoup plus de travail direct. Donc aujourd'hui, les métiers traditionnels de la banque que vous connaissez, les chargés clientèle, les chargés d'accueil à la caisse, seront toujours là dans les agences, puisque la BCIMR est le plus grand réseau d'agences du pays, présent dans toutes les régions, Alice Abier, Dirhil, Obok, Tadjoura, et demain à Arta, puisqu'on aura le plaisir la semaine prochaine d'inaugurer le point de vente de l'agence d'Arta. Et c'était important de dire aux jeunes, qu'ils soient au lycée, qu'ils soient à l'université, de bien regarder les métiers aujourd'hui de la banque et les métiers de demain pour faire leur choix dans leurs études. Nous avons des lycéens ce matin. Donc c'est un moment important pour eux de bien comprendre ce que nous faisons à la banque pour bien choisir leur filière d'orientation. Et les étudiants qui sont à l'université, ceux qui sont en licence, de bien choisir leur master, master 1, master 2, puisque c'est à ce niveau que nous recrutons, master 1, master 2, les gens qui vont avoir les expertises et les compétences techniques pour venir renforcer les équipes de la BCI. Chaque année, la BCI recrute entre 15 et 30 jeunes. Et donc, nous cherchons des gens motivés, qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire une carrière. Et ce sont ces carrières que nous offrons à la BCI, que nous présentons ce matin à chaque étage du siège social. Il y a des ateliers au rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième et quatrième étage, qui vont présenter les fonctions commerciales, les fonctions de crédit, les fonctions de back-office, les fonctions de risque, les fonctions de conformité, la finance, le marketing, les ressources humaines, le recouvrement.
La Commission nationale des droits de l'homme a entamé aujourd'hui des visites notifiées des établissements pénitentiaires et des lieux de détention préventive du pays. C'est dans ce contexte qu'une forte délégation de la CNDH, conduite par son président, s'est rendue successivement aujourd'hui dans la commune de Balbala, à la brigade de PK12 Nord et au commissariat de Rodan. Des visites régulières des lieux de détention conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 59 qui ont pour but de s'informer des conditions de détention, d'y évaluer le niveau de respect des droits de l'homme et d'apprécier les moyens mis en œuvre. Des échanges fructueux ont eu lieu donc entre la délégation et le commandant de la brigade PK12 Nord, et d'une part, et d'autre part entre la délégation et le lieutenant-colonel Saïd Absi du commissariat de Rodan, notamment sur les conditions de détention, les durées de garde à vue et le respect de la dignité de la personne humaine. Le président de la CNDH et sa délégation ont consulté les registres de procès-verbaux et ceux des gardes à vue des adultes et des mineurs, et enfin la délégation a visité les cellules de détention convenablement aérées et entretenues. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a parrainé aujourd'hui en fin de matinée la cérémonie de clôture de l'atelier de formation de formateurs sur la pédagogie transformationnelle pour la consolidation de la paix à Djibouti. A noter que cet atelier de formation de formateurs s'est déroulé du 14 au 18 novembre dernier et a bénéficié à quelques 45 enseignants du moyen et secondaire, des formateurs du CFEF et des enseignants de l'université de Djibouti. Atelier organisé en étroite collaboration avec le MENFOP et l'UNESCO ICBA, qui avait pour but de travailler à la consolidation de la paix, la résilience et la prévention de l'extrémisme et de la violence à travers le domaine de l'éducation en Afrique, selon l'agenda 2063 et ainsi que le programme et cadre d'action éducation 2030. Plus généralement, l'objectif du projet était de consolider la paix, renforcer la résilience et la prévention de l'extrémisme violent et également donc pour les jeunes à travers le développement des enseignants afin de créer une opportunité pour les jeunes à embrasser les valeurs de la paix tout en prévenant les extrémismes violents grâce à l'éducation et le renforcement des capacités des enseignants. Notons enfin que la cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats aux participants. Écoutons à présent l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Mission fondamentale qui nous est assignée toutes et tous ici, c'est former les citoyens djiboutiens. Et former les citoyens djiboutiens, ça ne veut pas dire uniquement lui inculquer des savoirs. Mais c'est surtout former quelqu'un qui est lucide, qui est responsable, mais qui est conscient de sa responsabilité envers lui-même, mais aussi envers son pays et envers le monde. Et ça, je pense, c'est l'essence même de notre acte éducatif que nous exerçons tous les jours. Et en ce sens, je rends hommage aux enseignants qui sont sur le terrain et qui construisent cette culture, cette conscience et cette lucidité chez nos concitoyens. À ce titre, je voudrais remercier donc l'UNESCO et ICBA, parce que le meilleur accompagnement, c'est l'accompagnement qui te permette de développer, de renforcer les capacités et les compétences des ressources humaines. C'est ça qui reste. Les matériels, les équipements, les moyens logistiques sont éphémères. Mais ce qui reste, c'est le renforcement des capacités et des compétences des ressources humaines. Et aujourd'hui, cet atelier rentre dans cet aspect. Et c'est pour cette raison que je voudrais vraiment exprimer mes remerciements au nom du ministre de l'Éducation nationale, mais au nom de tous les ministères, à l'endroit de l'UNESCO, à l'endroit de l'ICBA et à l'endroit aussi de l'inspection générale et du CFF qui ont contribué de manière exemplaire à la réussite de cet atelier. Dans le cadre des activités de lutte contre la Covid-19 financées par l'IGAD à travers un fonds de la Banque africaine de développement, au niveau des points transfrontaliers des régions de notre pays, un atelier de formation de 15 responsables médicaux et agents de santé s'est ouvert donc hier au Sunny Hill Center de la région d'Arta. Cet atelier va durer 3 jours, atelier qui a été donc présidé en présence des officiels de la région d'Arta, du préfet adjoint, du président du conseil régional, de la directrice de la
santé et au profit des agents de santé de la région d'Arta, où est situé un point d'entrée transfrontalier important à l'Oeada pour le passage des personnes et des marchandises. Cette formation initiale des cadres soignants et techniciens de laboratoire du secteur de la santé de la région d'Arta est réalisée par 4 experts du ministère de la Santé pour les différentes thématiques abordées sous l'égide de la coordination nationale du projet Covid-19 en coordination étroite avec les experts de la division de la santé et des affaires sociales de l'IGAD. L'objectif étant de former dans un premier temps 15 formateurs composés des responsables médicaux et techniciens de laboratoire de tous les centres de santé de la région d'Arta afin de mieux exécuter les activités de prévention, de testing et de prise en charge médicale des cas de la Covid-19. Cette formation va donner et appuyer les personnels dans la prévention, dans la surveillance, dans la planification et ainsi que tout ce qui est relatif à la digitalisation ou bien le contact tracing pour suivre de près les différentes personnes qui ont contracté la maladie du Covid-19. Pour cela, je déclare la formation ouverte aujourd'hui. Écoutons à présent l'intervention de la directrice de la santé et des affaires sociales. Les pays de l'IGAD devraient travailler ensemble pour adresser en fait cette population qui est mobile et en fait nos chefs d'État ont, comme on dit, une des recommandations de nos chefs d'État était de convenir une réunion ministérielle de santé de l'IGAD et aussi une réunion ministérielle de finances pour qu'on puisse en fait travailler avec les États membres pour travailler sur cette question de Covid-19. Dans le cadre de ce programme, nous avons identifié, comme on dit, 21 sites sur toute la région, donc 3 sites par pays. Donc pour Djibouti, le site transfrontalier qu'on avait identifié était le site d'Ekhil Ghalafi et Haouli de l'autre côté de l'Éthiopie. Nous avons identifié le site Ali Sabih Galilée et peut-être dans Wanlé de l'autre côté. Et aussi au nord, nous avons identifié la région de Dora et Balhou. Et en fait, dans le cadre de notre discussion avec le partenaire, il y avait aussi un site qu'on n'avait pas inclus. Et bon, Dieu merci, en fait, on a eu l'appui de la Banque africaine. Donc, nous avons pu inclure le site de la région d'Arta et l'Oyade. Donc, c'est à hauteur de 10 millions de dollars, donc, qui est techniquement, en fait, comme on dit, qu'on travaille ensemble avec l'OMS, mais aussi nous sommes 2 communautés, comme une communauté régionale, l'IGAD, et la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Et pour clore l'actualité nationale, donc la direction générale de la garde-côte djiboutienne a abrité une cérémonie de signature entre les gardes-côtes et l'agence japonaise de sécurité maritime, suivie de la cérémonie de clôture d'une formation dispensée par les instructeurs de la JAMS, qui a bénéficié donc au personnel de l'institution affecté à bord des patrouilleurs des gardes-côtes. La collaboration entre les gardes-côtes et l'agence japonaise s'inscrit dans le cadre des activités du projet de renforcement des capacités opérationnelles des gardes-côtes qui entre dans sa phase et qui est prévu pour durer jusqu'en 2025. La formation avait comme objet principal la lutte contre les incendies en mer et la réponse rapide face aux situations de détresse en mer. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats aux participants qui ont bénéficié de cette formation.
Et enfin, actualité régionale, l'Ouganda veut vacciner contre la Covid-19 l'ensemble de sa population adulte. L'Ouganda donc a annoncé hier avoir pour objectif de vacciner l'ensemble de sa population adulte contre la Covid-19 avant la réouverture complète de son économie au début de l'année prochaine. Lors d'une allocution télévisée sur la situation épidémique du pays en matière de Covid-19, le président Museveni a déclaré que son gouvernement avait élargi la population cible pour la vaccination contre la Covid-19 à l'ensemble des adultes, une décision qui a été prise après le stockage par l'Ouganda de davantage de vaccins, a poursuivi le président, ajoutant que le gouvernement allait étudier la vaccination des enfants depuis l'apparition de la pandémie. Ce pays donc d'Afrique de l'Est a enregistré au moins 127 000 infections, 97 000 guérisons et 3 247 décès liés à la Covid-19. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous pour la suite du programme.